La causerie de ce matin, nous allons parler de l'actualité nationale et vous le savez, en matière d'actualité, c'est la sortie médiatique des forces de l'opposition. C'était dans la soirée d'hier et pour commenter leur déclaration, nous avons sur ce plateau Joseph Perzo Anago. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci de votre présence. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci d'avoir effectué le déplacement. En face de vous, Jean-Del-Étienne Glessoubé, bonjour. Cher ami, bonjour. Vous êtes journaliste à la radio Cap FM. Et nous avons aussi convié Eloge Zongbobo qui va nous rejoindre d'ici là. Alors, Joseph Anago Perzo, doit-on percevoir dans la déclaration d'hier des menaces vis-à-vis de l'État, tout simplement? Non, non. De mon point de vue, il n'y a pas de menace. L'opposition était dans son rôle et n'a fait que tirer la sonnette d'alarme et a mis en garde. Il n'y a pas de menace à mon sens. Alors, quel est le bien fondé de cette sortie-là? Oui, mais cela se justifie, d'autant que nous sommes unanimes, autant que nous sommes ici au pays, pour reconnaître qu'il ne peut y avoir ces consultations qui se profilent à l'horizon sans la participation effective de l'opposition. Cela va sans dire. Et dès lors que cette opposition se sent exclue, ou au point d'être exclue de ces consultations, il lui incombe donc de monter au créneau et d'en parler, de faire apprécier l'ensemble des situations qu'elle a vécues jusque-là à l'opinion nationale et internationale. Et c'est ce qui s'est produit hier. Et je pense que les jours à venir, tant qu'il n'y aura pas de solution à cette problématique, l'opposition a intérêt donc à monter au créneau à chaque fois pour informer l'opinion. Parce qu'il y a une sorte de communication dans l'autre sens qui peint l'opposition dans un tableau noir et qui donne à croire que c'est l'opposition qui est en mauvaise posture. Ce qui n'est pas le cas. Quand on regarde, quand on observe ce qui s'est déroulé jusque-là, on se rend compte donc qu'il y a d'un côté le pouvoir qui essaye, n'est-ce pas, d'enfoncer ou de noyer l'opposition. C'est la vérité. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Oui, bien sûr, il n'y a qu'à regarder. Aujourd'hui, la querelle se fonde essentiellement sur cette disposition inique qui consiste à délivrer un certificat de conformité, lequel document n'existe nulle part. Et je dis bien nulle part dans les deux textes qui régentent des élections à venir dans notre pays. Il s'agit notamment de la charte des partis politiques et du code électoral. Je voudrais que l'on me dise à quel niveau précis se situe cette disposition. Nulle part. C'est tombé comme une mèche de cheveux dans une soupe un beau matin du 1er février, inventé de toutes pièces par la Cour constitutionnelle. Je trouve là, il n'y a pas mieux pour noyer un concurrent ou noyer l'opposition. D'accord, Jean-Del-Étienne Glessoubé, prenons justement cet aspect, le certificat de conformité qui est décrié longuement et de façon très dure aussi par ces forces de l'opposition. Est-ce que c'est une pièce qui ne respecte pas les règles comme ils le disent? Je pense que nous sommes tous conscients que le Bénin est un État de droit et lorsqu'on aspire à gouverner un pays, la première des choses qu'on se doit de faire, c'est de respecter les lois qui régissent cette nation-là. Je suis d'accord que quand nous prenons le code électoral et la charte des partis politiques, il n'est pas écrit noir sur blanc dedans qu'il faut ce certificat-là. Mais dans le même temps, on nous dit que la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire cette décision s'impose à nous tous et qu'elle est au-dessus. Et c'est cette Cour qui est quand même garante de la régularité. Lorsque la Sénat finit, au Bénin aujourd'hui, quelle est l'institution qui a la charge de pouvoir accompagner la Sénat dans l'organisation effective des élections? C'est la Cour. Et la Cour a jugé utile qu'on puisse réclamer à ces partis-là ce certificat de conformité. Plus loin, même si ce n'était pas écrit, il est quand même dit dans la charte des partis politiques que dès l'instant où vous allez devoir créer un parti désormais au Bénin, il faut respecter un certain nombre de principes. Les partis qui se sont créés dans la foulée de cette loi ont eu la chance et le mérite de respecter ces dispositions-là. Lorsque nous prenons un parti sérieux,
qui veut avoir d'envergure nationale, est-ce qu'il est difficile, on avait mené ce débat, est-ce qu'il est difficile d'avoir 15 personnes par commune? Soyons un peu sérieux. Et moi, ce qui m'a peiné, c'est que l'opposition a passé tout le temps, au lieu d'aller à l'essentiel, de passer de communication en communication, croyant qu'on pouvait c'est-à-dire faire de la distraction pour l'opinion publique. Qui a essayé d'empêcher l'opposition d'aller aux élections? Pour ma part, je ne crois pas. Et soyons objectifs à des moments donnés. J'ai écouté un peu la déclaration des opposants hier, et lorsqu'on va jusqu'à dire que le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique de l'Union progressiste et que c'est lui qui est censé délivrer le certificat, que cela est contraire vis-à-vis du code électoral. Quelle loi dit que le ministre ne peut pas être membre d'un parti politique? Est-ce que le chef de l'État allait confier son ministère à un opposant? Je pense qu'il faut aller au-delà de ces considérations-là pour dire quel est ce qu'on nous reproche, quelle est la démarche, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être à jour. J'ai aimé une réponse du chef de l'État quand il disait, si j'étais à votre place, j'allais participer à cette compétition-là, mais je ne vous dirai pas quoi faire. C'est ça qu'on appelle un homme qui a de la vision, qui se dit, là, même s'il y a d'embûches, je sais que j'ai la capacité nécessaire d'y aller. Donc je voudrais inviter quand même les opposants, au lieu de réunir chaque fois les hommes des médias pour parler, qu'ils puissent réfléchir pour dire, voilà là où nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer aux élections. D'accord. Joseph Anago, le certificat de conformité s'impose à tout le monde, n'est-ce pas? Eh bien, les dispositions que je qualifierais d'iniques l'imposent à tout le monde. Tout bord politique confondu. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et je voudrais vous dire... Mais pourquoi alors les opposants s'estiment exclus alors que aussi les mouvanciers pouvaient dire la même chose? Merci bien. Vous savez, lorsque vous êtes en face de gens qui sont dotés de... Je ne voudrais pas parler de ruse, mais dotés d'astuces pour vous contraindre. Vous avez beau prendre vos dispositions, vous serez pris à défaut. Mais est-ce qu'ils ont pris leurs dispositions? Bien sûr. Voyez-vous. Quelle preuve a-t-on? Voyez-vous. Oui. Remontons un peu juste en arrière et revisitons un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours au niveau de la Direction générale des impôts. Allez interroger certains responsables de partis politiques qui ont eu le tort d'être du côté de l'opposition, ayant bien rempli les conditions pour se faire délivrer le quitus fiscal, ne l'ont pas reçu jusqu'à l'heure où je vous parle. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur la question du quitus fiscal. Évidemment, je n'aborde pas. Évidemment, c'est pour. Je ne parle pas de quitus fiscal. Parlant je suis en train de parler des contraintes. Oui. Au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a délivré des certificats de non-conformité avec des points qui relèvent des irrégularités notées dans leur dossier. Tout à fait. Alors, les opposants ne sont pas montés au créneau pour dire que leur dossier était vraiment à jour, mais ils ont dit qu'on les a exclus. Merci. Oui. Vous savez, il y a une petite anecdote. Vous permettrez que je vous la raconte rapidement. C'est comme l'agent de police qui est en faction à un carrefour et qui décide de vous en faire voir de toutes les couleurs. Vous pouvez sortir votre véhicule de chez le concessionnaire. Il vous trouvera à dire. Même la paire de ciseaux pourrait être rouillée à l'instant là. La bande de sparadrap peut avoir une fibre qui déborde ou quelque chose. Enfin, on vous trouvera une contravention à vous imposer. Vous voyez, le processus tel que ça s'est déroulé avec le ministère de l'Intérieur, en ce qui concerne les partis de l'opposition, vous allez aujourd'hui, on vous trouve une petite virgule qui n'est pas à sa place. Vous partez pour rectifier. On vous laisse 2-3 jours, même une semaine,
on vous rappelle, on vous trouve un point-virgule qui n'est pas à sa place. Alors qu'en amont, on peut déjà recenser toutes ces erreurs ou ces maldonnes et vous permettre et vous donner le temps nécessaire pour aller vous corriger. Mais on a procédé ainsi, par à coup, c'est-à-dire on les a pris à l'usure et on invente une histoire à tout bout de champ. Ça a duré sur toute la durée. Au point finalement, à la dernière minute, on leur sort le grand jeu. Ils n'ont plus le temps nécessaire. Observez un peu, le chef de l'État les reçoit à 17h, à quelques encablures de la clôture. Vous voyez, ça a duré 3 heures de temps. Et pour finir, c'est le chef de l'État qui se mue en technicien du ministère des Affaires intérieures, en juriste et tout ce qu'on veut, pour leur expliquer ce qui n'allait pas. Ce n'était pas du rôle du chef de l'État. Je voudrais bien le dire ici. Mais puisqu'on dit que c'est lui qui les exclut. Je vous en prie. Oui. Le chef d'État n'était pas au ministère de l'Intérieur. Le chef d'État n'était pas dans la peau des cadres ayant pour mission de décrypter, de fouiller, Oui. de corriger au besoin les documents ou même d'avoir à reprocher telle ou telle chose au dossier introduit. D'accord, mais revenons un peu Oui. sur le fond de ces dossiers-là. Oui. Vous avez tout à l'heure porté un regard sur la procédure Oui. qui était peut-être sciemment Très lente. vicié, très vicié. D'accord. Est-ce que ces partis politiques-là, Oui. Force Coripo, Bénin Émergent, USL par exemple, ce sont de grandes formations politiques? Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas des conseils juridiques, des gens d'un certain niveau, capables d'interpréter les tests et de pouvoir leur dire, ben, ne mettez pas de fausses déclarations, par exemple, dans les pièces, par exemple? Est-ce que vous aviez suivi au moins les échanges qu'il y a eu entre les représentants de l'opposition et le chef de l'État? Je vous en prie, chers confrères, soyons honnêtes et reconnaissons qu'au cours de ces échanges, on a écouté les députés, le député Eric Ondete, on a écouté le député Yaro, on a écouté candidat Zanaï, donner le change au chef de l'État. Avec courtoisie certes, mais avec vigueur. On les a vus casser point par point les griefs qu'on leur avait opposés avec des arguments et force. Alors, lorsqu'on est en face d'une telle situation, peut-on continuer par dire que tout ce qu'on leur reproche était vérifié? Je dis, même si une virgule est mal à sa place, quand on veut vous l'opposer, on peut vous l'opposer. Est-ce à dire aujourd'hui? Parce qu'un jour viendra où peut-être des audits vont révéler le contenu réel des pièces des autres parties de la mouvance. D'accord. Et nous nous rendons compte qu'en réalité, ces documents étaient bourrés d'incongruités. Mais actuellement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Je dis, un jour viendrait peut-être. Très bien, peut-être. Quand on a voulu noyer Oui, l'opposition, mais- on y a utilisé tous les moyens. Très bien. Les plus absurdes. Lorsqu'on n'a pas encore ces différentes preuves, je propose alors qu'on ne fasse pas forcément de la subjectivité. Pas du tout, pas Très du bien, tout, pas d'accord. du tout. Oui. Jean-Del Glessoubé, est-ce que l'opposition a-t-elle été vraiment victime d'exclusion? Je pense que nous sommes dans un jeu démocratique. Et il est loisible à qui veut de participer à une élection. Mais les règles doivent être respectées. Mais on a vu qu'au début, même que ce soit les républicains, les progressistes, leurs dossiers ont été renvoyés par le ministère de l'Intérieur. Ils sont allés faire des compléments pour venir. Ce qui me réjouit, c'est que aucun opposant n'a dit nos pièces sont à jour. Mais on a quand même refusé de nous délivrer le certificat de conformité. Ils reconnaissent tous à l'unanimité qu'on leur reproche quelque chose qui est vérifié. Mais ils disent, ce n'est pas le moment, mais pourquoi on perd le temps, pourquoi c'est maintenant on nous le dit? Ça, c'est des questions de procédure. Il y a le fond et la forme. On peut reprocher à la forme. Mais est-ce que dans le fond, ce qu'on reproche à ces formations politiques-là, ce n'est pas vérifié? Je suis d'accord qu'on peut dire la manière dont on a procédé, ce n'était pas la meilleure. Ça, c'est discutable. Mais est-ce que dans le fond, ce qu'on reproche n'est pas quelque chose de réel? Si c'est ça, menons un débat de fond sur ça pour que lorsqu'ils se disent nous sommes prêts à aller aux élections,
qu'ils puissent quand même respecter. Moi, je suis écœuré. Lorsque c'est des gens qui aspirent à nous gouverner, lorsque le simple citoyen lambda lui dit, ce BIC doit rester à cette place, et vous l'obligez à le faire. Et en tant que leader politique, on trouve des arguments, des mots pour défendre ce qu'on n'a pas besoin de défendre si forcément. Je dis personnellement, je ne pense pas qu'on est en train d'exclure des gens de participer à une élection. Parce qu'il y a eu un délai pour déposer les dossiers. Ils ont clamé haut et fort hier leur volonté manifeste de participer à l'élection du 28 avril. Personne ne peut leur dénier ce droit-là. Il revient aux institutions compétentes de pouvoir en décider. Mais pour l'instant, on a tous vu ce qui s'est passé. Lorsqu'on a décidé d'aller à la réforme du système partisan, c'est pour corriger un certain nombre de choses. Et on ne peut pas faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Je suis désolé. Lorsqu'on décide d'engager des réformes, de changer les mauvaises pratiques, alors il faut qu'on puisse aller de l'avant. Et lorsque c'est des gens, c'est-à-dire, il faut qu'on cesse de prendre le peuple comme des analphabètes. Ça me fait mal. Des gens qui ont soutenu la réforme du système partisan, qui ont défendu la vision du chef de l'État devant nous tous aujourd'hui, qui reviennent remettre en cause cet idéal-là, il se pose un problème. Ils estiment que la méthode n'est pas bonne. Non. La méthode n'est pas la bonne, mais est-ce que ce qu'on dit dans le fond, il n'y a pas de logique en cela. Mais chacun interprète selon son côté. Aujourd'hui, ils ont quitté peut-être la rive pour se retrouver de l'autre côté. Et c'est ça qui les amène quand même à oublier que par le passé, ils ont eu à dire des choses et qu'ils ont eu à prendre des engagements. Et c'est le peuple qui en souffre et il faut qu'on puisse mettre l'intérêt au devant de tout. D'accord. Oui. Non, mais oui. J'ai eu un hic tout à l'heure lorsque j'ai écouté mon confrère intervenir. Je voudrais nous inviter sans passion à revisiter l'épisode d'un document que l'USL a fait circuler ces derniers jours et qui était relatif au casier judiciaire de son président d'honneur. Sous le prétexte, en gris fallacieux, qui a eu une condamnation de fait. Pourquoi fallacieux? Oui. Il a été condamné, c'est un fait, par la criette à 20 ans d'emprisonnement ferme. Merci bien. Oui. À moins que nous soyons dans un autre pays avec d'autres tests dont je n'ai connaissance, il est clair que lorsqu'une action en cassation, une action de pouvoir en cassation est en cours, la condamnation n'est pas suspendue, mais c'est comme. C'est-à-dire, ça ne court pas, jusqu'à ce que le prononcé soit connu. Il y a eu, à 2 étapes au Bénin, une procédure en cassation. Et à l'international, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une autre action. Ces 2 actions tendent systématiquement à surseoir à la continuation, si j'ose ainsi m'exprimer, terre à terre, de l'effet. Mais est-ce que ce n'est pas suffisamment polémique mieux pour qu'il ne encore, soit plus président d'honneur d'un parti politique qui veut aller aux élections? Je vous en prie, mieux encore. Oui. La pièce maîtresse qui témoigne de ce que je suis condamné ou non, que nous appelons vulgairement le casier judiciaire, et les membres de cette formation politique l'ont exhibé. Et nulle part, ce compatriote n'a été, du moins sa condamnation, ou alors sa condamnation définitive n'y est inscrite, puisque c'est le casier judiciaire qui témoigne de ce que il y a une condamnation qui vous frappe. Le casier judiciaire de ce citoyen est encore vierge. Par conséquent, lorsque vous, chers confrères, vous avez un casier judiciaire vierge et que vous voulez compétir, ou là, vous allez à un concours, je crois que ceux qui organisent ce concours devraient pouvoir recevoir valablement ça. Et ce sont les institutions de ce même pays, le Bénin, qui l'ont délivré. Oui. Vous ne trouvez pas là que l'on veut noyer un chien, forcément. Je vous en prie. Et qui veut le faire?
Le gouvernement, parce que je n'ai pas peur, moi, de mes mots. Non, vous ne pouvez pas le dire ici. Mais je vous en prie. Il n'est impliqué ni de près ni de Le loin gouvernement. dans des procédures judiciaires. Ce n'est pas le gouvernement Le qui est ministère, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur reçoit ses ordres de quelle institution? De l'Assemblée nationale? Non. Mais le ministère de Le ministre de l'Intérieur répond du gouvernement. Évidemment. Donc je vous en prie, c'est le gouvernement. J'entends Je dirais quand même que le chef de l'État, un bon père de famille, a quand même essayé. D'abord, il a reçu les opposants, il les a écoutés. Et quand vous suivez bien sa démonstration, il a expliqué de fond en comble, non seulement l'esprit, la vision et ce qu'il importe de faire. Je pense que de l'heure où la réunion a été, c'est-à-dire était à pris fin, où le chef de l'État a instruit les services compétents à rester à leur disposition jusqu'à 0 heure, c'est-à-dire sans service minimum qui puisse travailler d'arrache-pied pour quand même leur permettre de se régulariser. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas à la Sénat. D'aucuns ont estimé qu'ils étaient bloqués au Trésor parce qu'ils n'ont pas eu le quitus fiscal. Encore là, il y a un problème. Entre vous et moi, celui qui perd régulièrement ses impôts, est-ce qu'il a besoin de faire des navettes pour avoir son quitus fiscal? Vous faites la transition. On va non, parce que la question du quitus fiscal tout à l'heure. Parce qu'en un temps record, tu l'as. Oui. Mais c'est parce que c'est des gens qui passent tout le temps à ne pas payer les impôts. Et que maintenant, il faut maintenant, c'est-à-dire remonter en arrière. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'on estime qu'on crée des choses, on crée les conditions pour nous empêcher. Quand on parle du quitus fiscal, est-ce que ça aussi c'est créé pour les opposants? Pour empêcher un opposant d'aller aux élections? Donc il n'y a aucun opposant au Bénin ici qui a reçu son quitus fiscal? À des moments donnés qu'on soit un peu quand même honnête pour reconnaître qu'il y en a qui font de la mauvaise foi. Peut-être parce qu'ils se disent que le peuple est mûr et que le peuple cette fois-ci ne pourra pas céder à ce chantage-là. Alors il faut embrouiller les cartes. À un moment donné, il faut essayer de restituer la vérité pour dire mieux. Lorsque parmi ceux-là, on retrouve des députés à l'Assemblée nationale actuellement qui ont participé à l'amendement et au vote de la loi qui met tout ça là en vigueur et qu'on ne dit rien et que c'est au moment de l'application qu'on constate maintenant que on reste à l'extérieur, on crie aux voleurs. Il se pose un problème de la qualité des hommes aussi que nous envoyons à l'Assemblée. Et il faut aussi y réfléchir. On va marquer une pause technique. On reviendra juste après pour la suite de la causerie de ce matin. Eloge Zogbogbo nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, chers amis débatteurs. Bonjour, chez Chris. Bonjour à nos téléspectateurs. Ah, voilà, vous êtes venu sur ce plateau pour continuer avec nous la causerie de ce matin. Vous auriez peut-être pu être là aussi dès le début. Exactement. Qui s'excuse s'accuse. Bon, vous savez. Voilà. Mais bon, Eloge, je vois que je suis déjà là et puis nous allons continuer. Voilà. Eloge, les opposants trouvent que le certificat de conformité et le quitus fiscal sont des pièces d'exclusion à leur égard. Exactement. Quand vous suivez les conférences de presse ces derniers jours, c'est
l'élément de langage principal que portent les responsables des partis d'opposition au Bénin. Et je suivais mon cher ami, mon très cher aîné, Pezo, depuis un bon moment, où il a aussi enfourché cette trompette-là. Il estimait que ce sont des pièces pour éliminer, pour prééliminer d'abord déjà les partis d'opposition. Oui. Ma religion est tout autre, contrairement à ce que j'entends ici et par là. Parce que, vous savez, il faut être clair, il faut être sincère dans ce que nous voulons dire. Surtout nous qui sommes animateurs nous sommes animateurs de la presse, des médias au Bénin, parce que c'est nous qui formatons et forgeons les consciences collectives. Les partis d'opposition ne sont pas contre ces pièces en question, mais ils sont contre la réforme du système partisan. Il faut l'ADN. C'est le contraire qu'ils disent. Non. Si vous voyez, ils disent qu'ils adoptent la réforme, mais que le quitus fiscal, par exemple, est destiné à les exclure. Vous savez, encore moins le certificat de conformité. Ils ont pris des points précis, clés, stratégiques, techniques de ces tests-là qu'ils ont essayé de démonter. Et bien entendu, celui qui essaie de faire ça, la raison qui est derrière cela, ce n'est pas cet article de loi incriminé, mais c'est l'ADN même de ce qui est fait qui veut toucher. Alors, parce que dès le départ, prenons concrètement le départ, fiscal, dès le départ, et le certificat de conformité. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord avec la réforme du système partisan. De tout temps à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre toutes les réformes entrant dans ce cadre. Chaque des partis politiques, ils n'étaient pas trop, quand ils étaient associés, ils n'ont pas voté. Ils ont refusé. Il y a une minorité de blocage qui essaie de donner de la voix à l'Assemblée nationale. Il y a une seconde loi là, chaque des partis politiques et le code électoral. Tout ça, ils étaient contre. Maintenant qu'on parle de quitus fiscal, ou bien allons de façon casuistique même. Quand on prend l'achat des partis politiques, c'est voté depuis quand? Je crois c'est septembre. Si les acteurs politiques de l'opposition étaient, qui m'excuse l'expression, parce que je ne suis pas un moraliste, je ne suis pas censeur de la conscience collective ou de la morale des autres, s'ils étaient un peu plus consciencieux et objectifs, ils ne devaient pas attendre la veille du dernier jour, bien les derniers jours du dépôt des dossiers pour commencer par tempêter. C'est d'abord même avant la promulgation de cette loi par le chef de l'État qu'ils allaient devant debout contre cette affaire pour montrer que c'est une aberration humaine, une aberration collective. C'est voté, c'est passé. Justement, c'est voté. Oui. Ils n'ont rien dit. Oui. Ils ont laissé couler. Oui. Ça a été promulgué. On a convoqué le corps électoral pour une date donnée. Vous savez ce qu'il faut être, c'est très technique. Il faut être très intelligent pour comprendre. Le mandat des députés est connu. Ce qui est évident, en mars prochain, les députés qui sont là sont en fin de mandat. Et personne ne me dira pas le contraire. Oui. En d'autres termes, il est impératif d'organiser les élections au plus tard quand. Soit la fin du mois de mars ou avant le dernier jour du mois d'avril. Donc, si on retard les choses comme ça, nous sommes sur le terrain politique, avançons un peu plus les idées. C'est que il faut que le débat soit de plus en plus technique. Oui. Ils savent que si nous refusons, à un moment donné, il aura dos mûr, il va reculer et après, nous pourrons dire que ce monsieur n'a de cesse de violer violemment les lois de la République. Donc, c'est tout un cocktail qui est concocté pour faire un certain jeu. Franchement, c'est vrai, c'est de leur rôle d'être en opposition avec les réformes du parti salon. Je ne leur dirai jamais d'applaudir des mains, des pieds avec un sourire ici se lève les réformes du parti salon. Mais dès lors qu'il y a une certaine objectivité dans ce qui se fait, il est de notre devoir en tant que citoyen d'exiger des uns et des autres un certain courage d'accepter ce qui est fait pour l'intérêt supérieur de la nation. Quand on prend le quitus fiscal, c'est un truc impersonnel, c'est numérique. Monsieur Pezo, il déclare, nous sommes dans un réunion déclaratif, il déclare qu'il a un journal, qu'il a un certain nombre de biens. C'est sur ça qu'on vous facture et vous payez les impôts. C'est comme moi, j'ai fait des déclarations sur mes parcelles, j'ai fait des déclarations sur ma moto, j'ai fait des déclarations sur... Quand je demande le quitus fiscal, on ne fait facturer que sur ce que j'ai déclaré. Les gens n'ont pas pu avoir le quitus fiscal depuis.
Ils ont attendu le dernier moment pour se ruer vers l'administration fiscale pour demander le quitus fiscal. Si l'administration ne traîne pas, on dit le piétinement que nous avons observé, c'est parce que c'était contre nous-mêmes. M. Bouniaï a le quitus fiscal, M. Bouniaï n'est pas un des messieurs les plus tendres vis-à-vis de Parti Salon. J'ai vu beaucoup d'amis de l'opposition qui ont le quitus fiscal. Donc, ce n'est pas pour les empêcher. Sauf si c'est des gens qui ont beaucoup de biens, qui ont eu et qui n'ont pas voulu payer les impôts. Et comme ils sont des acteurs politiques aujourd'hui, ils veulent jouer à la victimisation. Deuxième chose, vous avez, à part le quitus fiscal, vous avez parlé de... Certificat de conformité au ministère de l'Intérieur. J'ai suivi les premières prises de parole de Joe Perzo au départ, mais je riais seulement. Parce qu'à la vérité, quand vous voyez bien ce qui se fait, c'est quoi? On dit, avec la réforme du système partisan, à partir de maintenant, les partis ne sont plus sous l'emprise de l'ancienne loi. Donc, il nous faut des partis forts, de grands partis. Et les textes disent, prochainement, vous devez porter à 15 le nombre de membres fondateurs de votre parti déjà dans les communes. Avant, c'était 10 par département. Et pourtant, les gens étaient incapables d'avoir les 10. Et pourtant, les gens étaient incapables d'avoir les 10. Nous avons vu circuler ces derniers jours sur les réseaux sociaux certains qui ont fondé leur parti à un moment donné. Et les membres fondateurs avaient 6 ans. D'accord. On va revenir après pour les autres détails. Oui, oui, allez-y. Merci. Et je voudrais, on ne va pas faire du ping-pong, mais je voudrais, à l'actif de mon confrère, dire ceci. En tant que professionnel des médias, je ne pense pas qu'à l'issue, au terme des différents votes de loi, que la minorité parlementaire, comme on aimait si bien le dire, se serait croiser les bras, n'est pas donné de la voix, pardon, parce qu'à l'entendre tout à l'heure parler, on a l'impression, d'ailleurs il a dit, ce n'est pas une question, ce n'est pas une impression, il a dit, ils n'ont rien dit, ils ont laissé, tout a été promulgué, et puis maintenant, ils ne commencent pas à crier, de vous à moi, et de lui à moi. Est-ce qu'il peut vraiment dire sincèrement qu'après le vote de ces lois, que les membres de l'opposition n'avaient pas condamné la chose, n'avaient pas fait de déclarations dans ce sens, et que la presse, je voudrais, parce que si je disais une certaine presse, ce ne serait pas bien. La presse l'avait aussi relayé. Je voudrais aussi demander, y a-t-il une autre manière? Devrait-il rouler dans la poussière, pleurnicher, ou aller, je ne sais, se poster sur la place de l'Étoile Rouge, monter là-haut, pour qu'on sache qu'ils étaient en train de protester? Ils ont protesté. Mais ils étaient minoritaires. Oui. Cela, on est en démocratie. Oui. Ce n'est pas parce qu'une loi a été votée. Elle peut être unique. Oui. Dès que la majorité, on a pu réussir à réunir la majorité, que cette loi est passée, oui. elle peut être une mauvaise loi. Elle s'impose à tout le monde. Mais, pardon, je vous en prie. Alors, la loi, est-ce à dire, prévoit le quitus fiscal, par exemple. Mais pourquoi alors la polémique autour de cette pièce? Je ne crois pas avoir dit tout à l'heure, et nulle part alors dans mes propos, que le quitus fiscal était une mauvaise chose. Moi qui suis ici, oui. Je ne veux pas venir étaler ici personnellement ma vieille moto, j'ai l'IFU et tout. Mais est-ce que vous vous souvenez, mon cher confrère, qu'avant qu'on ne lance le top pour se faire délivrer, dans le cadre des élections, le quitus fiscal, il y a deux aspects, il y a deux volets. Il y a eu un changement. C'est une innovation, pourrait-on dire. Encore que pour obtenir cette innovation ou en tirer les meilleurs profits, il faudrait encore que toute la plateforme soit fonctionnelle. Moi, j'ai été essayé. Je ne suis pas candidat, j'ai été essayé. La plateforme était inaccessible. Il y a eu même un communiqué pour dire ça se fera pas en ligne, rien qu'en ligne. Mais pendant longtemps, c'était inaccessible. Je le dis pour moi-même. Mieux encore, lorsque on accuse les uns et les autres de ne pas avoir payé, c'est ce pourquoi ils ont peur du quitus fiscal. Non, absolument pas. Je ne crois pas avoir entendu un membre de l'opposition dire que, il ne veut pas payer ou autre. Ils ne le diront jamais publiquement. Je vous en prie, ne lisons pas dans la tête, ne lisons pas dans la tête des gens, mon cher confrère, mais disons ceci. Aujourd'hui, certains ont bon dos d'accuser. Moi, par exemple, j'ai bon dos d'accuser le gouvernement. Oui. Et je l'assume. Ceux qui ont bon dos aujourd'hui.
Merci. Ceux qui ont bon dos aussi d'accuser l'opposition, je leur en sais gré. Mais je sais que tôt ou tard, nous nous retrouverons confrontés à la réalité. Et cette réalité est là, aujourd'hui. Le quitus fiscal, personne n'a refusé. Mais je voudrais aussi demander à mon confrère de me dire la pièce qui est querellée, l'une des pièces qui est... Enfin, du moins, la véritable pièce qui est querellée en ce moment, il s'agit bien entendu du certificat de conformité. Oui. Je l'ai dit et je le répète. Nulle part ce n'est écrit dans le test. Et la Cour constitutionnelle, je ne le savais pas, je l'ai découvert et puis c'est une bonne chose d'ailleurs, on apprend tous les jours. Je ne sais pas que la Cour constitutionnelle était là aussi pour légiférer. Attention, légiférer. Non, vous ne pouvez pas le dire. La Cour a l'habitude de prendre des décisions pour parfois ne pas plaire, mais pour régir les processus électoraux. Formidable. Formidable. Mais vous avez une décision par rapport à l'application de la LEPI en 2011, par exemple. Je vous Ça avait été querellé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, cher confrère, qu'il y a une différence entre légiférer et prendre des décisions? Nous sommes d'accord. Dans le cas d'espèce, c'est ce que dit la loi. Le chef de l'État même l'a dit à la présidente de la République. Oui. C'est ce que dit la loi. Il vous faut un certificat de conformité. C'est ce que dit la loi. Oui. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi ne le dit pas. Et je le dis, je le répète ici. Mais l'esprit de la loi nous converge. Je vous en prie, cher confrère, si tant est que l'esprit de la loi devrait être pris en compte, on devrait tenir compte de l'esprit de la loi aussi pour faire guider les réflexions qui ont conduit à cette élimination ou cette exclusion de l'opposition. Très bien. Alors, Jean-Del Etienne Glossoubé, on parle du... Non, un instant. Vous avez pris tout le temps à parler tout à l'heure. On reviendra à vous. Je l'ai mis. Il va poser deux questions. Oui. Vous allez lui répondre après Jean-Del Etienne Glossoubé, je vous en prie. Oui, Jean-Del, le quitus fiscal est prescrit dans la loi. Le certificat de conformité a été notamment exigé par la Cour constitutionnelle. Alors, sur ces deux pièces, il y a forcément des contestations et l'opposition l'a même martelé hier encore. Ils ont estimé que voilà, c'est pour les exclure. Qu'est-ce que vous avez à dire, notamment par rapport à ces deux pièces, avant qu'on évolue? Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Merci. Il a dit la même chose tout à l'heure. La Cour constitutionnelle n'a rien créé. Mais la Cour est restée dans son rôle de nous exiger le respect des lois de la République. La loi n'est pas rétroactive. Ça, tout le commun des mortels, nous le savons. On a voté une loi qui régit désormais l'organisation des élections et qui régit aussi désormais le fonctionnement des partis politiques. Si une loi a été votée un lundi et qu'on devrait aller aux élections en fin de semaine vendredi, on va appliquer quelle loi, chers amis? Mais la loi qui a été votée lundi, puisque la loi ne peut pas aller à dimanche, alors nous sommes vendredi, on l'applique le vendredi. Et mieux, la Cour qui est garant du respect de la loi, c'est-à-dire la Cour a rendu service à la classe politique. Comment? Parce que si on devait appliquer cette loi-là pour aller aux élections, la loi demande aux partis politiques d'avoir 15 membres fondateurs par commune. Je suis d'accord qu'un parti créé en 2006, un parti créé peut-être en 2010, qui n'avait pas respecté l'exigence là, se trouve contraint de le faire maintenant. Mais la Cour, très tôt, leur a mis la puce à l'oreille pour dire: vous deviez respecter la nouvelle loi qui est votée avant qu'on aille aux élections maintenant. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la logique en cela? La Cour n'a pas légiféré. La Cour n'a pas voté une loi. Mais la Cour a mis l'attention, a tiré l'attention sur le respect de la nouvelle loi qui exige qu'il puisse avoir 15 personnes par commune. Parce que désormais, c'est cette loi-là que la Sénat est en train de respecter pour organiser les élections. Est-ce que dans ce contexte-là, on va encore laisser des partis politiques qui existent sur, c'est-à-dire qui ont leur fonctionnement basé sur l'ancienne loi? Mais il serait c'est-à-dire très malhonnête de la part de ceux qui ont pensé cette réforme-là de laisser passer. Pour moi, la Cour a aidé la classe politique. Et là où j'accuse nos opposants, c'est que, au lieu très tôt de le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils ont passé le temps à crier, à crier, à crier. Entre vous et moi, qu'est-ce qui empêche, lorsque nous mettons de côté les virgules dont le doyen a parlé, et quelqu'un qui est condamné, qu'on ne peut pas, tout ça là, mais il y a le problème de 15 par commune que des partis n'ont pas respecté, qui estiment dire: on existe depuis 2006, laissons le temps d'aller aux élections, après on le fera. Est-ce que
c'est honnête? Est-ce que c'est sérieux? Lorsqu'on veut être un parti d'envergure nationale, est-ce qu'il est difficile d'avoir 15 personnes par commune? Et je reviens là-dessus. Le chef de l'État leur a dit, si j'étais à votre place, j'allais participer. Mais je ne vous dirai pas quoi faire. C'est ça qu'on appelle le courage et l'audace de franchir les obstacles de la vie. Et donc, si réellement ils avaient cette volonté-là, s'ils avaient l'envie de participer, rien ne les empêche de le faire. Hier, ils ont clamé leur volonté d'y aller, on attend de voir. Je vais finir par le quitus fiscal pour dire, aucun opposant n'a dit que c'est mauvais. Je suis heureux. Mais ils remettent en cause peut-être la procédure, la manière et tout et tout. Je voudrais leur demander, est-ce que parmi eux là, est-ce qu'il y en avait qui étaient à jour vis-à-vis du paiement des impôts en décembre 2018 et que ce n'est qu'un rallongement de 2019, ou bien même, c'est-à-dire en 2017, et que ce n'est que le calcul d'un an qui pose tant de problèmes, chers amis. Qui n'a jamais payé ses impôts, qui ne sait pas la procédure pour y aller. Qu'on ne vienne pas, c'est-à-dire, non, c'est tellement facile. Non, ce n'est pas facile parce qu'ils n'avaient pas déclaré leur bien. Ce n'est pas aussi facile. Oui, parce qu'ils n'avaient pas pris quand le temps vous en invente de des biens, quand vous en invente des biens, donc ça veut on dire peut vous en inventer. On peut vous en inventer. La direction des impôts invente des On biens. peut vous en inventer. On peut vous en inventer, mon cher. D'accord. Et si votre nom n'est pas collé à ce patrimoine-là, on va trouver le nom où? Très bien. C'est là le problème. Je pense aussi que quelqu'un vous invente de bien. Vous allez accepter. Appelez-nous, on va partager ça. Vous n'avez pas. Si vous inventez de bien, vous nous appelez, on va partager. Quand même. Il faut qu'on évolue. Alors, oui, je ne manquerai pas. Mon cher ami, mon cher aîné, respectable aîné avait posé quelques questions. Je ne sais pas un jeu de ping-pong avec mon aîné, mais bon, on va essayer de se répondre rapidement. Il disait, est-ce que d'être honnête, de nous dire si les partis politiques de l'opposition n'ont rien fait pendant que la loi a été votée. Ils n'ont rien fait. Ce sont les partis présents à l'Assemblée nationale. J'ai été très gentil avec vous. Voilà, merci beaucoup. Ce sont les partis politiques présents à l'Assemblée nationale et qui sont considérés comme des partis d'opposition qui, pendant le débat parlementaire, ont contesté ou ont refusé, ont donné de la voix pour montrer que ce que je faisais n'était pas dans l'intérêt de tout le monde et que c'était fait pour un camp contre un autre. Et ça, ils l'ont dit. Ça leur actif. Mais quand on a fini par faire ça, les partis politiques qui ne sont pas à l'Assemblée nationale et qui se trouvent être de l'opposition n'ont pas pensé à ce moment qu'il fallait faire une large coalition des partis politiques de l'opposition pour commencer par faire des conférences de presse, pour commencer par dénoncer. Vous allez demander qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont se tourner dans la boue, bien dans la poussière ou bien monter sur le toit rouge. Pas du tout. Mais ils pouvaient saisir depuis ce temps le juge constitutionnel. Mais là, ça n'a pas été fait. Lequel juge? J'ai dit le juge constitutionnel. Mais, ah bon? Donc si vous... Bon, alors là, vous aussi par ailleurs. Là n'est pas vraiment le juge constitutionnel. Il faut qu'on évolue. Vous avez déjà répondu et il faut qu'on évolue. On n'a plus beaucoup de temps. Je vous prie vraiment de pouvoir opiner aussi sur l'une des revendications de l'opposition. Ils ont estimé, ils ont été très clairs, qu'il n'y aura pas d'élection législative sans les partis d'opposition. Tout à fait. Et qui vont se battre de toutes leurs forces pour participer. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Très bien. Je ne voudrais pas ici parler dans un patois de chez nous, mais dans toutes nos langues nationales, quelle que soit la langue nationale. Lorsque je dis il ne peut y avoir d'élection sans l'opposition, cela veut dire dans une des langues du Bénin, n'importe laquelle, que pour revenir à l'autre aspect, nous y serons. Vous ne pourrez pas le faire sans nous. C'est-à-dire, c'est la volonté d'y prendre part. Contrairement à ce que mon confrère a laissé entendre comme quoi ils n'ont pas la volonté d'y aller. Non, ils ont la volonté d'y aller. Ils veulent y aller. Et ils ont réaffirmé cette volonté en disant ces élections ne se feront pas sans nous. C'est la lecture que moi j'en fais. Oui, mais comment cela, concrètement, comment cela va se matérialiser? Étant donné qu'il y a les voies légales, la Sénat a clôturé. Très bien. Oui. Très bien. Nous, on titrait avant-hier que la Sénat a clôturé en crise. Même si la tendance était de respecter de rester dans le timing, de respecter les dates, pour autant, moi,
je ne suis pas pour ce que, dans l'obsession de respecter les délais, que l'on piétine un certain nombre de logiques. L'une des logiques consiste à aller en compétition avec ceux qui doivent compétir. On ne peut pas aller en compétition en faisant dans un genre match amical où c'est la mouvance contre la mouvance. Il n'y a même plus de contre. La mouvance va aux élections avec la mouvance. Parce qu'on a deux blocs. Il y a FCDB qui ne faut pas ignorer non plus. Hein, ah, qui est quoi? Qui est de quel bord, s'il vous plaît? Vous pourrez me rafraîchir avec moi. Pour le développement du Bénin, c'est pas de l'opposition ou... Vous m'en direz tant. Non, non, je peux l'affirmer haut et fort ici. Oui. Cette formation politique n'est pas de l'opposition. Il ne suffit pas de dire je suis de l'opposition. Il ne suffit pas de dire je suis de l'opposition pour être de l'opposition. Vous ne pouvez pas faire des procès de non plus. Non, non, pas du tout. Mais en tant qu'analyste, vous et moi, ça m'a fait sourire tout à l'heure. Je dis intérieurement, vous savez que ce parti politique n'est pas de l'opposition. Ah bon, non, vous ne pouvez pas le dire. Mais vous faites preuve de commodité de langage, cher confrère. On dit. C'est comme si je vous dis ici, je suis milliardaire. Donc je le suis pour autant. D'accord. Je vous en prie, chers confrères, nous le savons, autant que nous sommes. Et tout à l'heure, quand on va sortir de ce plateau, nous allons quand même nous comprendre là-dessus. Ce parti n'est pas de l'opposition, c'est un parti de la mouvance présidentielle. Le Jason Bobo, cette affirmation de l'opposition, est-ce que ça sonne comme une menace? Est-ce que c'est une façon de dire, ben, on va prendre par toutes les manières, tous les moyens possibles, et lesquels moyens justement? Ils ont dit les moyens légaux. Les moyens légaux? Oui, ils ont dit. D'accord. L'opposition est dans l'intimidation. C'est la seule phrase qui résume tout ce qu'ils ont dit, leur conférence de presse d'hier. C'est dans l'intimidation parce que la dernière fois, ils avaient annoncé faire une manifestation. Après, eux-mêmes ont écrit au chef d'État pour dire on a vu que vous nous rencontrez. Ils les ont rencontrés. Pendant qu'ils voulaient les rencontrer, entre eux, ils ne se sont pas entendus pour qui ira voir le chef d'État, qui va pas. Est-ce qu'on ira voir le chef d'État ou on reste chez nous pour continuer les stratégies pour démonter le pouvoir? Mais après, deux sont allés, ils sont revenus, ils ont estimé qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Le vendredi, ils étaient, pendant qu'ils faisaient l'intimidation là, ils étaient en train de courir pour régulariser la situation. Aujourd'hui, mon cher aîné peut dire que c'est la mouvance qui va à l'élection avec la mouvance, comme si l'USL, qui connaît aussi très bien, qui a déposé le dossier de l'opposition, il fait un procès en sorcellerie à au professeur Toleba pour dire que son parti est de la mouvance. Lui, il le sait. Ah bon, je ne sais pas, vous m'en... Non, je dis, Toleba même le sait. Non, vous ne pouvez pas, on va vraiment pas faire ce débat, oui. Donc, il fait un procès en sorcellerie à un parti qui s'est déclaré de l'opposition pour dire qu'ils ne sont pas de l'opposition. Lui seul, c'est les fondements sur lesquels il s'appuie pour faire une telle affirmation sur vos plateaux. Bon, voilà. Et bon, je crois que ce qui est simple, ils sont dans l'intimidation, ils veulent intimider. Et la pratique, quand vous voyez un peu ce qui a commencé depuis quelques jours, il a fallu qu'ils disent que nous allons manifester dans le pays pour que de part et d'autre du pays, certains citoyens momentanément égarés ont commencé par barrer la voie pour dire qu'ils sont le peuple, comme si nous autres, on n'est pas de peuple, pour nous empêcher peut-être d'aller au boulot, pour nous empêcher nos parents qui sont dans la partie septentrionale de venir vers la partie méridionale et vice-versa. Si vous permettez, j'ai une petite pensée pour ce que j'ai eu hier nuit, un ami qui devait aller prendre sa femme au nord, alors qu'elle était malade, on devait la mener, et compte tenu des manifestations, il n'a pas pu et la dame est décédée. Je crois que c'est des situations très malheureuses et qu'il ne faudrait pas que nous, acteurs des médias, même si nous avons des penchants pour une certaine classe politique, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, il ne faudrait pas que nous soyons dans l'apologie BA, mais il faut que nous ayons l'humilité de dire la vérité à nos amis. Si l'opposition avait la volonté d'aller aux élections, comme l'a dit le doyen Peugeot, je crois qu'ils allaient déposer leur dossier. Ils n'ont pas voulu le faire. Vous parlez de certaines formations politiques, FCB. Exactement, parce que tout au moins, le SL l'a fait, FCB l'a fait, puis c'est à leur actif. Oui, Jean-Del. Je pense que ce n'est pas un match amical, c'est une compétition. Quand on parle de compétition, il y a deux camps. Je me réjouis que l'USL a pu déposer son dossier. C'est un premier pas. Et j'espère qu'ils ont rempli toutes les conditions
et que la Sénat finira par leur donner le récépissé définitif et qu'ils vont participer à la compétition. Pour moi, je l'ai dit plus haut, il n'y a pas d'exclusion. L'opposition s'est exclue elle-même de la compétition. Il n'y a pas même de menace. Donc, il n'y a pas de menace contre le gouvernement. Le peuple est souverain. Et le Bénin est un pays de paix. Je voudrais inviter ce matin nos acteurs politiques à ne pas agir en tenant compte des intérêts égoïstes et pervers du moment. Qu'ils tiennent compte de l'avenir pour dire que le Bénin restera toujours un. Et que ce qui doit nous diviser doit être très peu que ce qui doit nous réunir autour du Bénin qui est notre idéal commun. Voilà, on a même débordé le temps imparti pour le débat de ce matin. Merci à vous, chers confrères, d'avoir effectué le déplacement. Joseph Perzo-Anago, vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci d'avoir été là. Merci. Je vous en prie. Loge Zombogo, merci d'avoir effectué le déplacement. Et Jean-Étienne Glessoubé à la radio Cap FM. Merci à tous d'avoir participé à la causerie de ce matin.